Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. 3 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a été condamné pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également de 5 ans d'inéligibilité. Il va faire appel, selon son avocat. Les réactions au Sénat dans cette édition. L'appel de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, pourrait tenter de calmer le jeu après la multiplication des candidatures qui font craindre des dérapages et des attaques de plus en plus vives dans cette campagne pour la primaire de la gauche. Vous l'entendrez dans un instant. Le Parlement et le temps, c'est l'objet d'un colloque au Sénat aujourd'hui. Le temps parlementaire est-il adapté au temps politique? Faut-il reformer la procédure législative pour accélérer le rythme des réformes? On en parle avec mes invités dans notre débat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat et Mickaël Zamès en direct du siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. 3 ans de prison ferme sans aménagement de peine. Le jugement est tombé pour l'ancien ministre du Budget, déchu depuis la révélation du scandale de fraude fiscale qui a entaché le début du quinquennat de François Hollande. Il va faire appel de ce jugement. Mounir Soussi. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur. Jérôme Cahuzac écope de 3 ans de prison ferme. Une peine lourde pour sanctionner une fraude fiscale, mais aussi un homme passé du statut d'étoile montante à celui de paria. À son arrivée au ministère du Budget en mai 2012, l'avenir s'annonce radieux pour l'ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais en décembre, le grand argentier de l'État est mis en cause dans un article de Mediapart. Le journal l'accuse de détenir un compte caché en Suisse. Dans un premier temps, le gouvernement fait bloc derrière le ministre qui met en avant la présomption d'innocence. Sa ligne de défense, démentir partout, tout le temps. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. La justice ouvre une enquête qui le pousse à la démission et 4 mois plus tard, Jérôme Cahuzac passe aux aveux dans le bureau des juges. Il a menti aux députés, au pays et au président, déclenchant l'une des plus grandes polémiques du quinquennat. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. L'onde de choc est énorme. L'affaire Cahuzac écorne l'image et la crédibilité des responsables politiques. Dans la foulée de ce scandale, le président lance une série de mesures pour renforcer la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, l'ex-ministre a décidé de faire appel de sa condamnation. Laissé libre à la fin de l'audience, il devra de nouveau se rendre dans le prétoire pour essayer d'échapper à l'incarcération. On prend tout de suite la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui pour une première réaction à cette condamnation. Vous êtes avec le sénateur Les Républicains de Paris, Philippe Dominati. Oui, Philippe Dominati, comment jugez-vous la condamnation de Jérôme Cahuzac, 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment? D'abord, c'est symbolique. C'est, je dirais, le symbole d'un quinquennat qui a été une faillite sur le plan moral et sur le plan économique. Deuxièmement, on ne parle pas dans cette affaire de savoir à quel moment le pouvoir ou jusqu'à quel moment le pouvoir a couvert Jérôme Cahuzac. Il est difficile d'imaginer qu'à un moment donné, le président de la République ou le Premier ministre de l'époque ne savait pas cette affaire alors que finalement elle a été révélée par la suite. Il y a un délai qui a été assez long et là-dessus nous n'avons aucune réponse et la justice ne nous éclaire pas à partir de quel moment exactement le président de la République savait. Vous le regrettez, vous posez encore cette question sur le président de la République. Oui, il aurait été intéressant de le savoir, parce qu'on parle de l'homme, on parle de la faute. Normalement, la faute est sanctionnée, l'homme est sanctionné. Ce qui est anormal, c'est l'exercice du pouvoir et la manière dont ça a été géré par le pouvoir qui se voulait exemplaire. Est-ce que ce n'est pas aussi une affaire qui, dans son ensemble, a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal au monde politique? Bien sûr, il y a ensuite bien sûr, mais au moins, les concitoyens savent que personne n'est intouchable et que sur ces sujets-là, les lois, les rigueurs, l'observation de tout un chacun fait que vraiment personne ne peut être au-dessus de la loi dans ce domaine.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui eu des progrès en la matière dans le monde politique? On sait qu'il y a eu la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple. Est-ce que ça a apporté beaucoup? Oui, je ne suis pas certain que ce soit véritablement le plus important. Ce ne sont pas les barrières restrictives et qui sont là pour l'entrave. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la morale et la déontologie et le respect d'un certain nombre de règles qui sont nécessaires dans une société évoluée, tout simplement. Il y a beaucoup de contraintes qui, en réalité, pénalisent le décideur dans son action quotidienne. Et en réalité, ce qui compte, c'est beaucoup plus l'éthique et la morale. Philippe Dominati, vous aviez également présidé la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux. Alors, où en est aujourd'hui la France en matière de lutte contre l'évasion des capitaux? Éric Bocquet, qui était votre rapporteur, estime qu'il ne faut pas que cette affaire soit l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de progrès dans nos pays depuis la crise de 2008 et on voit que l'arsenal de lutte contre l'évasion fiscale s'améliore année après année. Et sur ce plan-là, je pense que la France joue un rôle moteur en Europe. On va le rejouer parce que... Il y a eu du progrès fait avec le quinquennat de François Hollande en la matière? Le quinquennat de François Hollande a surtout bénéficié des retombées de la crise financière de 2008 et des décisions qui avaient été prises par le G20, notamment sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a eu l'application de ces mesures. Cette application a fourni des recettes fiscales nouvelles au gouvernement français, et c'est une très bonne chose. Et on peut continuer, et ça va sans doute continuer. Je vous rappelle qu'il y a des élections législatives en Allemagne, nous avons les élections présidentielles en France. Vous avez vu que ce soit l'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Espagne, il y a un certain nombre de perturbations politiques. L'Europe doit se reconcentrer, notamment dans la zone euro, et en termes de lutte et d'harmonisation fiscale, nul doute qu'il y aura une initiative dès le début du prochain quinquennat. Un dernier mot juste sur le parquet national financier qui a été créé très récemment, mais qui estime toujours ne pas avoir assez de moyens par rapport à l'ampleur des fraudes. Oui, c'est un peu toujours l'effet d'annonce. On aimerait avoir des moyens alors qu'il y a des annonces. Je vous rappelle que très récemment, le ministre de l'Intérieur a annoncé 250 millions de mesures nouvelles pour la police. Finalement, dans la séance budgétaire, nous n'en avons que 90. Donc il en manque déjà à chaque fois et on s'aperçoit que le compte n'y est pas. Absolument. Merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction en direct. Et un autre procès sera également scruté à la loupe dans les jours à venir, celui de Christine Lagarde. Il s'ouvre le 12 décembre. La directrice générale du FMI sera jugée pour négligence dans l'affaire de l'arbitrage tapis par la Cour de justice de la République. Elle est composée de 12 parlementaires, dont 6 sénateurs. Reportage de Cécile Sixou. Elle est récurrente. Barry Zachiari, François-Noël Buffet, Yves Détraigne, François Pillet, Josette Durieux et Bernard Sauger. Ils sont 6. Lundi, ils quitteront leur costume de sénateur pour enfiler celui de magistrat de la Cour de justice de la République. Un nouveau rôle et beaucoup de travail, même s'ils seront assistés de 3 magistrats professionnels. Pour être juges, ils ont dû potasser les milliers de pages du dossier d'instruction. On a reçu des clés USB. Bon, bien sûr, et dans ces clés USB qui sont confidentielles, eh bien, on a toute l'instruction. On essaye de se mettre dans la tête les tenants et les aboutissants du procès. C'est déjà beaucoup, et ça prend un temps fou, vous pouvez pas vous imaginer. Ça prend plusieurs dizaines d'heures, et il faut essayer de faire une synthèse de tout ça. En attendant, entre eux, pas de contact, pas de fuite non plus sur le dossier. Les 6 parlementaires sont soumis à la plus grande discrétion. Ils jugent impair, une justice spéciale qui implique de mettre à distance le ministre jugé, une expérience déjà vécue par Bernard Sauger en 2010 lors du procès Pasqua. C'est pas parce qu'on connaît la personne qu'on est obligé de prendre fait et cause pour elle. C'est pas vrai du tout, ça. On juge en notre âme et conscience comme tout bon juge, tout bon magistrat, tout bon juge. Ils jugent toujours en leur âme et conscience. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, s'il y avait des passe-droits ou des choses comme ça, ça serait plus un tribunal normal. Lundi matin, ils passeront au vestiaire du palais de justice récupérer leur robe noire, une robe confectionnée sur mesure.
Je vous le disais en titre, l'appel au calme de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, va s'exprimer dans un instant. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Conférence de presse à propos de la primaire de la Belle Alliance populaire. Nous sommes un peu victimes de notre succès. Tout le monde veut en être. Mais je tiens à dire que la primaire de la gauche, ce n'est pas open bar. Et il faut mettre un peu d'ordre si nous voulons que messieurs Macron et Mélenchon puissent participer à cette primaire. Mettre de l'ordre pour être à la hauteur des enjeux et mettre de l'ordre pour tourner la primaire vers les électeurs et non pas vers des querelles subalternes. Donc j'aborderai des problèmes de forme, des problèmes de ton et des problèmes d'union. La forme d'abord, c'est la primaire de la Belle Alliance populaire. Hier, le Comité national d'organisation de la primaire a pris un certain nombre de décisions que je soutiens, qui sont que l'on ne peut pas accepter nouvelle donne et M. Laroutourou, le MRC de Bastien Faudeau, ni le MDP de Sébastien Nadeau, pour une raison toute simple, c'est que leur candidature, que nous remercions, nous les remercions de leur candidature, mais se fait dans un cadre un peu précipité et leur désir de souscrire à la Belle Alliance populaire est pour nous un petit peu tardif. Et donc le périmètre restera celui que nous avons fixé. Dans un autre registre, j'estime qu'il ne serait pas illégitime que la gauche du Parti socialiste réduise un peu son offre. 4 candidats pour une même ligne politique, ça fait beaucoup. Et si nous voulons qu'il y ait de la clarté dans les débats, il est nécessaire de faire en sorte que tout le monde ne se présente pas. Ça, c'est pour faire en sorte que la primaire soit lisible par les électeurs de gauche, qu'elle soit maîtrisable et maîtrisée. Deuxième point, c'est un point de, je dirais, de ton. Et je voudrais faire un rappel à l'ordre. La charte éthique, qui est le point commun de l'ensemble des candidats, dit que l'on ne peut s'attaquer à un candidat à titre personnel et qu'il faut garder le sens du rassemblement. Dans ce sens, je voudrais faire un rappel à l'ordre à Marie-Noëlle Lienemann. On ne peut dire que Manuel Valls a eu tort et où il est disqualifié parce qu'il a dit que les gauches étaient irréconciliables et estimer qu'on ne peut pas se rassembler avec Manuel Valls. On se rassemblera avec celui qui gagnera ou celle qui gagnera. C'est la primaire qui fait l'unité. Ce n'est pas au candidat de décider en lieu et place des électeurs. Et je crois qu'il faut garder ce ton de débat sérieux, de débat nécessaire, mais de débat maîtrisé entre les candidats qui se présentent à la primaire. Enfin, la question de l'union. J'ai envoyé une lettre, dont vous aurez copie dans quelques minutes, à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour leur demander de rejoindre la primaire de la gauche. Je crois que c'est nécessaire au regard des enjeux pour le pays et pour la gauche. Dès qu'ils auront reçu cette missive, je demanderai que nous organisions un débat entre Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et moi-même devant l'opinion de gauche, pour échanger
les arguments sur leur participation ou pas à la primaire. Ceci ne peut pas se faire en catimini à travers des débats médiatiques, mais ce débat essentiel pour le rassemblement de la gauche doit se faire devant l'opinion de gauche. Et donc je lance un appel à ce qu'ils rejoignent la primaire et à ce qu'il y ait un débat public sur cette question entre nous trois. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions avec Rachid Temal et Christophe Borgel, qui sont les deux maîtres d'œuvre de cette primaire. C'est quelqu'un là-bas qui... Emmanuel Macron a rappelé... Bonjour, Mathieu Coach, BFM TV. Emmanuel Macron a rappelé aujourd'hui sur notre antenne d'ailleurs qu'il ne souhaitait pas participer à la primaire. Est-ce que vous avez vraiment espoir qu'il change d'avis pour vous rejoindre? Je ne désespère pas de le convaincre, car il y a plusieurs arguments pour participer à la primaire. D'abord, à cette étape, si nous sommes divisés, aucun candidat de gauche ou de centre-gauche ne sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Si l'un des candidats était au deuxième tour de l'élection présidentielle, il aurait besoin des autres pour l'emporter. Et si il y avait une primaire de Macron à Mélenchon, nous serions déjà au deuxième tour de la présidentielle et en possibilité de l'emporter. Donc on ne peut pas dire il y a un risque frontiste et le programme de la droite est à ce point réactionnaire qu'il mettrait le pays par terre et ne pas envisager une primaire de la gauche. Monsieur Cambadélis, Michael Zamès de Public Sénat. Si Public Sénat décide d'organiser ce débat, est-ce que vous êtes en direct en ce moment? Est-ce que vous pouvez formuler aux deux autres candidats à la présidentielle cette forme de débat aujourd'hui? C'est un débat qui n'a rien à voir avec la primaire en tant que telle. C'est un débat sur la primaire. Donc j'ai écrit à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron pour qu'ils viennent dans la primaire. S'ils décidaient de ne pas venir, je leur propose un débat, puisqu'ils ont des arguments. Et donc, débattons ensemble de la nécessité ou pas de cette primaire. Oui, bonjour. Ça fonctionne. Michel Urvois, Ouest France. La règle de la primaire étant que les perdants soutiennent le gagnant, est-ce que vous imaginez que Emmanuel Macron pourrait soutenir Jean-Luc Mélenchon, à supposer que ce soit lui le gagnant, ou inversement? Ce serait la règle de la primaire. Et je crois qu'il vaut mieux soutenir quelqu'un de gauche, même éloigné, que d'avoir quelqu'un de droite au pouvoir, voire d'extrême droite. Bonjour, Louise Baudet, France Info. Vous dites que ça embouteille à gauche. Est-ce que, en revanche, il y a de la place au centre? Et s'il y a de la place au centre, Payon ou d'autres, à partir de quel moment on pourra considérer aussi que ce serait trop? Est-ce que vous mettez une limite supérieure au nombre de candidats, globalement? Et pensez-vous que donc au centre du parti, il y ait de la place? J'écoute toujours, pour cette question, Christophe Borgel. Et Christophe Borgel a dit à juste raison que si nous faisions 7 candidats, 6 ou 7 candidats, comme l'a fait la droite, ce serait utile pour la gauche et utile pour nous tous. Je pense que c'est un bon chiffre. Mais maintenant, je ne suis pas responsable des candidatures. Mais entre le débat et le trop-plein, il vaut mieux choisir le débat. Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau point de presse dans les jours qui viennent si le nombre de candidats au centre, on va dire... Et au centre de quoi? Voilà, on parle de Vincent Payon, si d'autres candidatures mais attendez, à émerger... Alors, laissez-moi faire une mise au point. Vincent Payon, s'il est candidat, et il devrait se déterminer, je crois, ce week-end, ne sera pas candidat du centre de l'appareil du Parti socialiste. Je le connais assez pour qu'il ne se détermine pas par rapport à un jeu qui serait celui du seul Parti socialiste. S'il est candidat, c'est pour être président de la République et qu'il a un projet à présenter aux Français. Ne réduisez pas les candidatures à un échiquier politique. Vous-même, il y a trop de candidatures à gauche, donc c'est pour ça que je demande le reste de Ben pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup dans ce que vous allez appeler la droite.
Donc ça va. Est-ce que le Parti radical de gauche a formulé sa demande pour faire partie de la Belle Alliance populaire? Oh ben, il est fondateur de la Belle Alliance populaire, le Parti radical de gauche. Madame Pinel a dit qu'elle voulait se présenter hors primaire. Oui, mais elle n'a pas dit qu'elle ne se présentait plus, enfin qu'elle n'était plus membre de la Belle Alliance populaire, elle était en retrait. Donc elle est membre, fondatrice de la Belle Alliance populaire. Donc si elle décidait, elle, d'être présente dans la primaire, il n'y aurait pas de sujet, mais j'ai compris qu'ils prendront une décision le 13 ou le 14 décembre. Vous n'avez pas d'autres questions? Voilà pour la déclaration de Jean-Christophe Cambadélis que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Le premier secrétaire du PS qui a réitéré son appel à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron à intégrer cette primaire de la Belle Alliance populaire. Une lettre leur a été officiellement envoyée aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadélis qui a également, non sans ironie, rappelé que la gauche était victime du succès de cette primaire, mais que ce n'était pas open bar, demandant la réduction du nombre de candidatures, à la fois à l'aile gauche du parti, avec cet appel à Marie-Noëlle Lienemann aussi à rentrer dans le rang en respectant la charte éthique. Elle avait critiqué la candidature de Manuel Valls qui ne serait pas propice au rassemblement selon elle. Jean-Christophe Cambadélis qui a également rappelé que Bastien Faudeau ou encore Pierre Laroutarou pour Nouvelle Donne n'avaient pas leur place au sein de cette primaire. On va d'ailleurs retrouver tout de suite en direct de la rue de Solferino notre journaliste Mickaël Zamez. Vous avez suivi pour nous cette conférence de presse, Mickaël. Que faut-il en retenir ? Une remise à l'ordre, en tout cas de la part de Jean-Christophe Cambadélis, une mise au point, une reprise en main de la part du Parti socialiste. C'est vrai que le ton commençait à monter ces quelques derniers jours, surtout après l'annonce de Vincent Peillon qui pourrait rejoindre les candidats à la primaire. Il y a eu aussi une mise au point de la part de Jean-Christophe Cambadélis sur ceux qui voulaient se présenter en plus à la primaire. C'est vrai qu'il y a quelques candidats, vous venez de les citer, qui voulaient elles aussi se présenter dans cette élection et finalement ils n'auront pas le droit de se présenter. Hors délai, a-t-il dit, un peu tardif. Alors il y a cette mise au point. La candidature à cette primaire, ce n'est pas open bar. Voilà, ça c'est pour cette mise au point. Il y avait un problème de ton également, on vient d'en parler. Et puis il y avait un problème d'union. Et c'est vrai que ce problème d'union, on l'entend de plus en plus souvent. Et notamment, il y a cette mise en garde de la part de Jean-Christophe Cambadélis contre Marie-Noëlle Lienemann. Parce que cette union, le rassemblement, il ne va pas de soi au Parti socialiste. Vous avez entendu ces derniers jours les invectives autour de Manuel Valls avec ce front anti-Valls qui est en train de monter de la part de certains candidats. Et donc, Jean-Christophe Cambadélis a dit halte au feu, ça suffit. On parle de rassemblement et d'union. Preuve également que cette union, elle ne va vraiment pas de soi et que le rassemblement, ce n'est pas pour tout de suite au Parti socialiste. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité au Sénat à présent, première rencontre ce matin entre Bernard Cazeneuve, le nouveau Premier ministre, et Gérard Larcher, le président du Sénat. Les deux hommes ont évoqué le calendrier parlementaire qui sera marqué par le discours de politique générale. Ce sera mardi prochain dans les deux assemblées. Grève nationale à la Poste aujourd'hui. Les syndicats pointent les réorganisations en cours, responsables selon eux d'une grande souffrance au travail. Une manifestation avait lieu devant le Sénat alors que l'avenir de la Poste est débattu en séance publique cet après-midi à l'initiative des communistes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un des syndicalistes qui était présent lors de ce rassemblement tout à l'heure. À Paris, par exemple, il y a 32 bureaux de poste qui vont fermer. Voilà, c'est une première annonce. Il y a déjà des bureaux qui sont en passe d'être fermés, comme Tristan Tzara dans le 18e, dans un quartier qui a grandement besoin de services publics et de présence d'un bureau de poste. La direction communique à tour de bras sur la baisse du courrier. Mais le paradoxe, effectivement, c'est que les agents sur le terrain sont beaucoup moins nombreux. C'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans à la Poste. Et donc, les conditions de travail s'aggravent. Et le courrier par agent, en fait, augmente. Le volume de courrier augmente. Les tournées augmentent et il faut, même si on a 3 lettres, il faut aller les porter partout sur l'ensemble du territoire, 6 jours sur 7. Et oui, il y a un vrai mal-être à la Poste en ce moment. Et je vous le disais, un débat a lieu en ce moment même dans l'hémicycle du Sénat sur l'avenir de la Poste. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Vous avez suivi, Saveria, pour nous ce débat. Que s'est-il dit ? Absolument, Delphine. Et vous venez de le dire, c'est un débat donc à l'initiative du groupe communiste qui vient tout juste de débuter. Un débat le jour même où les postiers ont appelé à cette grande journée de grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Et comme vient de l'expliquer le sénateur communiste Jean-Pierre Bossino
à la tribune. Ces conditions de travail dégradées font craindre une nouvelle affaire France Télécom. Et en effet, les syndicats, tout comme les sénateurs et le groupe communiste, pointent tous une grande souffrance au travail. Il faut mettre la Poste sous protection citoyenne en occupant les bureaux de poste pour empêcher leur fermeture et la suppression des emplois, expliquait le sénateur communiste. Alors il faut savoir bien que la Poste elle a perdu 7000 emplois rien qu'en 2015 pour un total de près de 50 000 emplois depuis 2008. Le réseau, lui qui comprenait 17 000 bureaux de poste, n'en compte plus qu'environ 9 000. Les autres, ils ont été transformés en partenariat sous forme de relais tenus par des commerçants. Le groupe communiste dénonce donc le véritable démantèlement d'un service public. Et puis suite à la récente médiatisation de certains cas de souffrance au travail, dont certains suicides, et bien des négociations sont en cours avec la direction, des propositions jusque-là inacceptables pour les syndicats. Delphine. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions. Nous vous en parlions mardi. Le Parlement a définitivement adopté hier, après un ultime vote du Sénat, la proposition de loi écologiste qui prévoit de supprimer la publicité dans les programmes jeunesse de France Télévisions. Ce sera à compter de janvier 2018. Géraldine Bavoileau. Fini les spots de bonbons, chips, biscuits et compagnie sur France Télévisions. Le Sénat, en adoptant cette loi, interdit les publicités avant, pendant et après les programmes jeunesse. Pour eux, c'est une question de santé publique. Un argument entendu par le gouvernement, pourtant opposé au texte en première lecture. On pouvait craindre qu'une mesure telle que l'interdiction prévue par la proposition de loi, qui n'avait alors pas été anticipée dans la première lecture, puisse fragiliser la situation financière déjà dégradée de France Télévisions. Pour la ministre, c'est désormais une loi équilibrée, car le budget de France Télévisions a été revu à la hausse pour compenser la perte de revenus. Mais pas encore assez équilibré pour d'autres. Les socialistes et communistes trouvent que cette loi favorise les chaînes privées au détriment du service public. La mesure proposée creuse encore l'écart entre secteur public et secteur privé, qui de facto récupérera la manne dont on prive le secteur public, alors que l'investissement des publicitaires sur le secteur enfant se concentre déjà sur le secteur privé. Pour David Assouline, la loi est un bon début, mais elle ne va pas assez loin. On les met devant un téléviseur sanctuarisé, France Télévisions, où il n'y a pas de publicité jeunesse, mais en même temps, et vous le savez, ils regardent leur tablette. Et ils sont sur YouTube. Et ils ont les messages destinés à la jeunesse qui sont aucun contrôle sur le net. Aucun contrôle. La France n'est pas une pionnière. En Suède, Norvège et Finlande, le régime est strict. Pas une publicité sur les plages horaires des programmes jeunesse dans le secteur public et privé. Et on continue notre multiplex avec Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris, qui est au micro de Tantra Nuit. Et oui, Pierre Laurent, je vais vous faire d'abord réagir à ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis il y a quelques minutes. Il lance un appel à Jean-Luc Mélenchon, à Emmanuel Macron pour rejoindre la primaire de la gauche. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il y a beaucoup d'inconséquences chez M. Cambadélis parce qu'il a passé l'année entière à essayer d'empêcher une vraie primaire de rassemblement en calquant toutes ses décisions sur les desiderata de François Hollande qui finalement renonce au dernier moment. Et maintenant, dans l'affolement qui est le sien face à une primaire qui se déploie dans la plus grande confusion, il lance des appels qui ne seront entendus par personne parce que je crois qu'il fallait d'abord organiser le débat de projet. Donc maintenant, nous sommes dans la campagne, pour ce qui nous concerne, la campagne avec Jean-Luc Mélenchon. Mais la gauche n'est-elle pas trop divisée par rapport à l'enjeu de l'élection présidentielle ? On a vu le nombre de candidats qui se multiplient. Bien sûr qu'elle est bien trop divisée, mais elle est bien trop divisée parce que M. François Hollande a mis en piste Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en campagne sur un programme libéral, parce que la politique du gouvernement a fait éclater cette gauche et que son renoncement jette aujourd'hui le désarroi dans le camp socialiste. Donc nous sommes engagés dans la campagne avec Mélenchon, mais avec la volonté de continuer à travailler à ce rassemblement. Je serai attentif à ce qui se passera dans la primaire socialiste, et si des millions d'électeurs ne s'y retrouvent pas, nous les appellerons au rassemblement avec nous. Un dernier mot sur Jean-Christophe Cambadélis. Encore, il a fait un rappel à l'ordre à l'égard de Marie-Noëlle Lienemann, qui a dit que Manuel Valls ne pouvait pas être un rassembleur, car il avait dit que les deux gauches étaient irréconciliables. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous de l'avis de Jean-Christophe Cambadélis ou de Marie-Noëlle Lienemann ?
Écoutez, c'est évident. Je crois que tout le monde a bien compris que Manuel Valls prend un peu les Français pour des imbéciles. Il a expliqué pendant 3 ans comme Premier ministre que les gauches étaient irréconciliables, qu'il ne fallait faire aucun compromis avec ceux qui, comme nous, proposions des amendements à la loi Macron, puis à la loi El Khomri, se battaient contre la déchéance de nationalité. Et aujourd'hui, il dit « je suis le grand rassembleur de la gauche ». Ça ne trompera personne. Donc évidemment, je suis plutôt de l'avis de Marie-Noëlle Lienemann sur ce point. Autre sujet d'actualité aujourd'hui, à la condamnation de Jérôme Cahuzac. Comment la jugez-vous? 3 ans ferme, 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Je n'ai pas à juger précisément de la peine, c'est le rôle de la justice. Je me réjouis que moi qui suis partisan d'une politique d'impunité zéro à l'égard de l'évasion fiscale, la justice soit passée et qu'elle soit passée fermement dans ce cas. Maintenant, je n'oublie pas que le cas de Jérôme Cahuzac, c'est le petit arbuste qui cache l'immense forêt de l'évasion fiscale qui est celle des multinationales. Donc j'espère que la leçon qui sera tirée de cet triste épisode pour la République, c'est qu'il y a une lutte d'ampleur à engager pour aller récupérer ce qu'on estime à quand même 80 milliards d'euros d'impôts qui échappent à la collectivité publique parce que les banques et le système financier international organisent, grâce aux paradis fiscaux, l'évasion fiscale généralisée des grandes entreprises et des multinationales. C'est cela le sujet qui devrait nous interpeller à la suite de ce jugement. L'autre sujet, c'est aussi l'impunité zéro vis-à-vis des hommes politiques et plus particulièrement vis-à-vis du ministre du Budget. C'est ce qu'a dit le tribunal, c'est que en plus, Jérôme Cahuzac, il incarnait la lutte contre la fraude fiscale comme ministre du Budget. Pensez-vous qu'il y a eu de réels progrès faits en matière de transparence de la vie publique et de la vie politique? Oui, il y a des progrès, mais évidemment que c'est une évidence. Qu'on soit même obligé de se poser la question d'avoir un ministre du budget dont on est sûr qu'il paye bien ses impôts, c'est quand même assez aberrant. Bien sûr que chaque citoyen doit être clean par rapport à la loi et par rapport à l'impôt, et qu'il est invraisemblable que des responsables politiques s'emploient à échapper à cet impôt. Donc si ce cas-là peut être exemplaire, tant mieux. J'espère qu'il fera réfléchir tous ceux qui pratiquent la dissimulation fiscale comme c'est dans son cas, mais il y en a beaucoup d'autres qui pratiquent l'optimisation fiscale, comme on dit, l'optimisation fiscale légale, et qui pourtant coûte aussi extrêmement cher à la collectivité publique. Donc les responsables politiques, comme nous le proposons, devraient réfléchir à changer les lois pour empêcher tous ces systèmes d'optimisation fiscale. C'est une affaire qui a nourri aussi la défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique. Qu'en pensez-vous? Mais pas du monde politique. Oui, je sais que des gens en tirent la conclusion que les responsables politiques sont comme ça. Non, ça a beaucoup joué sur l'image du monde politique. Nous en avons malheureusement la preuve avec Jérôme Cahuzac, triche avec l'impôt. C'est loin d'être un cas général, mais ça veut dire effectivement que l'exemplarité, et nous y veillons particulièrement, nous les élus communistes, l'exemplarité dans le comportement public est absolument nécessaire pour n'importe lequel d'entre nous qui prétend à une responsabilité publique et à un mandat électif. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. À l'occasion d'un colloque sur le Parlement et le temps, on s'intéresse aujourd'hui à la fabrication de la loi. Combien de temps faut-il pour faire voter une loi? Souvent critiqué pour sa lenteur, le temps parlementaire est-il garant d'une bonne loi? Cécile Sixou. Le Parlement est-il trop lent pour fabriquer des lois? C'est en tout cas ce que pense François Hollande qui a proposé en octobre dernier de réformer les institutions pour aller plus vite. Il y a un décalage de plus en plus flagrant entre le temps exigé par le mode d'élaboration de la loi et la rapidité attendue par les citoyens. De plus en plus de textes sont étudiés en procédure accélérée, c'est-à-dire avec seulement une lecture devant chaque chambre. En 2007, cette procédure a été utilisée 16 fois contre 48 en 2015. Conséquence, chaque année, le nombre de textes se multiplie. Selon les spécialistes, pourtant, le Parlement a besoin de temps pour élaborer un texte de loi. Le Parlement, du coup, doit combiner son temps à lui avec le temps
du gouvernement qui n'est pas le même, qui n'a pas la même nature, qui a un temps plutôt de l'accélération, de l'efficacité, du présent, alors que le Parlement a plutôt vocation à se projeter dans l'avenir, à faire des lois pour qu'elles durent. On ne fait pas juste des lois pour qu'elles aient un impact communicationnel. Avec le développement des réseaux sociaux et des chaînes d'infos, c'est désormais le temps médiatique qui donne le là au travail sur la loi. Et au final, c'est sa qualité qui en pâtit. La qualité de la loi en pâtit considérablement. Beaucoup de projets de loi aujourd'hui sont malheureusement mal préparés et il est assez fréquent que le gouvernement amende ses propres projets de loi. Ça traduit vraiment une urgence permanente, ce qui fait qu'on construit la loi au fil de l'eau alors qu'elle devrait être une loi posée pour l'avenir. Il faut 9 mois au Parlement français pour accoucher d'une loi, un temps qui reste dans la moyenne européenne. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Philippe Derosier, bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université Lille 2. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Rémi Lefebvre, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'Université Lille 2 également. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche administratives, politiques et sociales. Merci d'être avec nous. Roger Carucci est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Relations avec le Parlement. On va en parler évidemment au cours de ce débat. Et Gaëtan Gors était également avec nous, sénateur socialiste de la Nièvre, auteur de ce livre « Vivre l'exception française » aux éditions Ligne de Repère. Merci d'être avec nous. Première question pour vous, Jean-Philippe Derosier. Est-ce que vous pensez qu'il faut poser cette question? Il faut interroger le rapport du Parlement au temps. On a vu encore cette phrase de François Hollande qui se plaignait du décalage entre finalement le travail législatif et le temps souhaité par les réformes vis-à-vis de l'opinion publique notamment. La gestion du temps pour un Parlement est absolument fondamentale. Et ça fait 2 jours que ce colloque a lieu. Il a débuté hier à l'Assemblée nationale, il se poursuit aujourd'hui au Sénat. Et vraiment, les discussions sont extrêmement nourries, extrêmement denses. Et nous-mêmes manquons de temps pour faire le point sur le Parlement et le temps. On voit que le temps parlementaire est rythmé, cadencé, le temps de la session entre les différentes semaines qui sont consacrées à différentes tâches. La semaine elle-même est rythmée, cadencée avec différents jours consacrés à la circonscription et au travail dans l'institution. Les jours de l'institution sont eux encore rythmés par des demi-journées entre la séance, des demi-journées des commissions, etc. Donc tout est extrêmement rapide et le temps doit donc être extrêmement bien géré. Le temps de la loi, le temps de la fabrication de la loi est un temps qui s'inscrit dans le temps long. Cette idée reçue qui consisterait à dire que les lois, la fabrication de la loi prend trop de temps, c'est une idée qui me paraît parfaitement saugrenue parce que la concomitance entre la loi envisagée et la loi décrétée, ça s'appelle la dictature. C'est à ce moment-là qu'on a une concomitance entre ces 2 instants et on passe outre le temps de la délibération parlementaire qui doit avoir lieu dans une société démocratique. Et cette délibération parlementaire, ça prend du temps. Faire une bonne loi, requiert qu'on y réfléchisse, qu'on échange le cas échéant avec plusieurs assemblées pour se donner le temps de la fabrication. Et je termine juste sur un dernier point, c'est que évidemment parfois il faut aller plus vite, mais contrebalancé par d'autres lois qui devraient être elles fabriquées sur le temps long, plus brève, car aujourd'hui la qualité de la loi en pâtit parce qu'elle est faite trop rapidement, les lois sont trop longues, les lois sont trop nombreuses, et donc effectivement il faut se laisser le temps. On va y venir si vous voulez bien, Jean-Philippe Derosier, on va faire agir les autres invités. Rémi Lefebvre, vous êtes d'accord? Le temps long, c'est la garantie d'une bonne loi bien fabriquée selon vous? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que les communications de ce colloque plaident pour une décélération du temps politique. Aujourd'hui, trop d'urgence, trop de présentisme, pas assez de projection. Tout à l'heure, vous évoquiez l'opinion qui veut des lois, mais l'opinion veut de l'efficacité. Reprenez les propos de François. L'opinion, la réponse à l'impuissance du politique, c'est de multiplier les lois, c'est le populisme législatif. Je pense que le bon temps de la loi, c'est le temps aussi de la maturation, c'est le temps, et je pense que le temps médiatique aujourd'hui est délirant. Il est délirant et les assemblées doivent être des lieux où ce temps médiatique est tempéré. Je pense aussi, moi j'ai un point de vue qui est celui de travailler aussi sur le parlementaire au concret.
Je pense aussi qu'on voit bien que le député, en dehors même de l'enceinte parlementaire, est pris dans des injonctions de plus en plus fortes. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec les injonctions médiatiques qui pèsent sur lui. Il n'a plus le temps de la réflexion. Ça nous a frappé dans notre colloque. La fonction de réflexion du parlementaire tend à être polluée par toute une série de phénomènes médiatiques, politiques. Et donc, se rajoute à ça, effectivement, une cadence législative qui est devenue infernale et qui n'est pas saine démocratiquement. C'est mon avis. Alors, on a deux parlementaires sur ce plateau. Est-ce que vous avez l'impression d'être pollué par le temps médiatique, par les réseaux sociaux, Roger Carothini ? Je ne sais pas si on est pollué. Il faut trouver un juste milieu. J'entends bien ce que viennent dire les constitutionnalistes éminents, mais malheureusement, le Parlement et les parlementaires ne peuvent pas s'extraire de l'opinion publique. Ce sont des élus, et si on veut respecter la démocratie, il faut aussi respecter ceux qui votent. Donc, on a un problème, c'est que avec l'émergence de toutes les chaînes d'infos en continu, il y a une espèce de pression au quotidien. Avec la volonté des politiques d'être aux 20h et de faire des annonces, on a la pression médiatique. On a l'impression que l'opinion pense qu'un ministre ou un président annonce quelque chose aux 20h, c'est appliqué le lendemain. Or, il faut la loi, il faut les décrets, donc souvent ça n'est appliqué qu'un an après. Et les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais enfin, on nous l'a dit. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu, qu'on trouve la capacité pour le Parlement de bien travailler. Ça veut dire il faut moins de lois, des lois moins bavardes, il faut extraire de toutes ces lois des éléments qui sont évidemment de nature réglementaire et pas de nature législative, ça allègera. Et il faut qu'on trouve un nouveau cadre. Moi, j'ai essayé de le faire en 2008, mais on n'est pas allé assez loin. Il faut trouver un nouveau cadre pour que le Parlement soit sur des lois d'ensemble, pas sur des micro-lois qui pourraient être ce qu'on appelle des lois de petit amphithéâtre ou de petit hémicycle. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples à nous donner concrètement ? Par exemple, est-ce que c'est utile que l'ensemble des conventions internationales soient ratifiées en hémicycle plein ? Non. Est-ce que c'est utile que certains textes tout à fait seconds soient ratifiés ou débattus en hémicycle plein avec tant de paroles, etc. Non. Est-ce que le gouvernement ne peut pas s'auto-imposer une discipline pour de lui-même lisser ? Il faudrait une structure qui lisse les textes qui arrivent du gouvernement. Le Conseil d'État regarde la régularité, ne regarde pas ce qui ne correspond pas aux aspects législatifs ou réglementaires. Donc on a un problème. On en vient effectivement, Gaëtan Gorce, à cette question de la préparation de la loi. On entendait dans le reportage de Cécile Sixou aussi cet aspect d'impréparation, ces projets de loi qui arrivent parfois mal ficelés, même s'il y a le regard du Conseil d'État ou les études d'impact qui sont insuffisantes. Ça impacte très concrètement votre travail en tant que parlementaire. Toutes les explications ont été données par les intervenants précédents. Je pense que moi je fais un rapport pour le groupe socialiste que j'ai rendu public il y a quelques mois, disant justement une des propositions, c'est redonner du temps à la démocratie et au Parlement. Notamment parce que c'est le rôle du Parlement de prendre du recul et aussi d'ouvrir de la perspective. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer concrètement l'impact du travail législatif. On pourrait imaginer par exemple que le Sénat, c'est un débat qu'on pourrait avoir, plutôt que de refaire le même travail législatif que l'Assemblée nationale, puisse en séance plénière ou en commission se concentrer plutôt sur l'étude d'impact, sur la justification du texte et sur ses conséquences économiques, environnementales, budgétaires, bref, qu'on puisse avoir un débat beaucoup plus approfondi sur un des aspects essentiels de la loi, qui est de dire combien de temps elle va durer, mais surtout quel impact elle aura. Je voudrais ajouter à ça une chose, c'est que c'est curieux aujourd'hui de mettre en cause le Parlement sur les délais de travaux qui sont les siens, parce que si on a, d'une certaine manière, renforcé l'exécutif au cours de toutes les décennies qui viennent de s'écouler, et si on a séparé le domaine de la loi et du règlement, ce qui à une époque n'existait pas, c'est justement pour permettre au gouvernement, l'exécutif, d'avoir, lui, la capacité de réagir rapidement par le décret. Ça va en principe beaucoup plus vite que par la loi qui suppose du temps. Et donc cette séparation était déjà une façon de tirer les leçons. Si maintenant on veut encore redonner de la rapidité, etc., on affaiblit le législatif par définition au profit d'un exécutif qui ne sait pas toujours où il va et qui ne sait pas toujours comment faire. Parce que le paradoxe aussi, c'est que l'exécutif qui devrait aller plus vite avec ses décrets va souvent plus longtemps que le législateur. Un seul exemple, on a voté en mars, en 48 heures, une disposition spécifique pour essayer de protéger sur les réseaux sociaux les informations des militaires menacés par d'éventuels terroristes qui pouvaient récupérer ces infos. Ça a été voté en 48 heures. Ça a été amendé d'ailleurs, y compris dans les 48 heures, et le décret n'est toujours pas sorti. On nous l'a fait voter en urgence en mars. Si je peux juste rajouter un mot là-dessus. Gauche-droite, et là je ne fais pas de politique parce que les gouvernements de droite ont fait la même chose.
Les lois de circonstance, les lois sous la pression, les lois du moment, le chien méchant, c'est insupportable. Ça relève du domaine réglementaire. Le pouvoir politique, très souvent, pourrait parfaitement se passer de tout débat parlementaire là-dessus, parce que ça n'a pas d'implication politique parlementaire. Mais bien des ministres veulent donner au moins le nom à une loi, ou la loi à leur nom, et on est dans une confusion entre la médiatisation, la politique et le temps parlementaire. Donc il faut résister à cela. Il faut résister. Un fait divers, une loi, c'est ce qu'on disait parfois. Jean-Philippe de Rosier, est-ce que ça vous paraît quand même satisfaisant aujourd'hui, la manière dont est faite la loi, ce processus législatif? On sait par exemple que certains candidats, notamment je parle pour François Fillon, qui sera le candidat de la droite à la présidentielle, est plutôt favorable au recours aux ordonnances qui permet de prendre des mesures rapidement en début de quinquennat. C'est bien peut-être parce qu'il y a un problème justement avec la fabrique de la loi. Oui, je vais vous répondre, mais je voudrais simplement réagir très brièvement à ce qu'ont dit les parlementaires, que je rejoins totalement sur ces questions, et y compris ce que vous avez dit en début de votre propos sur la pression de l'opinion publique. Elle est évidente, mais il faut faire œuvre de pédagogie, et c'est à nous tous, nous enseignants, vous politiques, parlementaires, et vous journalistes, parlementaires, nous sur la tous, chaîne nous sommes 5 autour de la table, à nous tous d'expliquer que voilà, il y a un fait divers. C'est pas parce qu'il y a un sujet de 20 heures qu'il faut faire une loi, et que si il y a une loi, eh bien on va non pas faire une loi, on va saisir le Parlement de la question, qui va en discuter. Peut-être fera-t-il un débat politique, peut-être fera-t-il une loi, et que tout cela eh bien va s'engager dans une procédure parlementaire. Alors cette procédure parlementaire, en effet, elle a été revue dans une certaine mesure en 2008. Doit-elle l'être encore? Je rappelle que le président de la République, lorsqu'il s'est exprimé à l'hôtel de la Selle le 6 octobre dernier, a dit effectivement ce que vous avez retransmis, mais il a également ajouté, non pas qu'il faudrait tout raccourcir, mais qu'éventuellement il faudrait inverser avec un temps plus long de la concertation, donc en amont, et un temps plus court de l'adoption de la loi. Et effectivement, je crois qu'il faut s'ouvrir vers une intégration peut-être plus poussée du citoyen, de l'individu dans l'élaboration de la loi, recourir à de nouveaux mécanismes qui permettent à la société civile d'intervenir, et essayer peut-être de raccourcir cette navette parlementaire. Il y a 2 lectures systématiques et on voit que parfois, pas toujours, mais parfois ça n'a pas vraiment lieu d'être, qu'en revanche la lecture en commission peut avoir un atout et un ajout substantiel. Et les ordonnances sont un mécanisme prévu par la Constitution qui est, je crois, honorable lorsqu'il permet de décharger le Parlement et lui éviter de se plonger dans des débats extrêmement techniques pour lesquels il n'a pas forcément la machinerie administrative suffisante, ni même forcément les connaissances, parce qu'au gouvernement il y a des experts et les parlementaires sont également des experts, mais ils ne le sont pas tous et chacun a ses propres compétences. Pour que le Parlement puisse se concentrer sur d'autres missions, d'autres lois qui relèvent non pas davantage de sa compétence, mais pour lesquelles il est mieux à même, mieux placé pour en délibérer et pour les fabriquer. Ouais. Rémi Lefebvre, sur cette question du recours aux ordonnances, et simplement on brandit ça en disant regardez, moi j'irai plus vite si je suis élu. Comment vous voyez les choses? Je pense que ce qui est en jeu à travers les ordonnances, c'est moins la fabrique de la loi que la volonté de profiter de la légitimité du suffrage de l'élection présidentielle pour accélérer des réformes qui vont sans doute susciter de grandes résistances dans l'opinion publique et dans la population. C'est-à-dire, je pense que là, on peut invoquer le temps excessif du Parlement, mais là, il s'agit plutôt de profiter de cette fenêtre d'opportunité qu'est l'élection présidentielle pour passer très rapidement un certain nombre de réformes dont on anticipe de très fortes résistances. Donc là, je ne suis pas sûr que ça aille vraiment dans le sens de la démocratie. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Philippe de Rosier, sur aussi la question de la démocratie, une démocratie plus participative. Parce que je pense, ça peut paraître excessif de dire ça, puisque finalement, face aux injonctions à l'immédiateté, je pense qu'il faut assumer la décélération et dire qu'aujourd'hui, il faut aussi un temps de la participation, de la délibération en dehors des enceintes parlementaires, dont les députés pourraient être aussi les instigateurs. C'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, de la légitimité. Pour que la politique retrouve une légitimité, c'est prendre des décisions qui soient plus ancrées dans la société civile, dans des modes de délibération nouveaux. Alors c'est très compliqué, je ne le nie pas, mais c'est ça aussi qu'il faut envisager. Aussi un point quand même, nous avons beaucoup parlé pendant ce colloque de la question du cumul des mandats et des effets que va avoir la limitation du cumul des mandats qui va entrer dans les faits à partir de 2017. Concrètement, est-ce que cette limitation
limitation du mandat va avoir pour effet de revaloriser le Parlement et la fonction législative du député, hein, dont on sait quand même qu'elle est souvent affaiblie par les contraintes locales, le cumul, l'exercice de responsabilités locales de plus en plus prenantes. Et ça, c'est un enjeu aussi dans les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire la fin du cumul, quel effet va avoir cette réforme très importante sur la fabrication de la loi, sur l'investissement des parlementaires dans leurs fonctions législatives et aussi sur la délibération, sur une démocratie plus délibérative et plus ouverte sur la société civile. Gaëtan Gors, sur ce point, ça peut justement accélérer, même si j'ai bien compris ici qu'on plaidait pour une décélération du temps parlementaire à la fin du cumul des mandats. C'est vrai et c'est faux de penser que les choses vont plus vite. C'est vrai que les événements nous arrivent plus vite, les informations sont disponibles plus rapidement, mais ça n'implique pas forcément une réaction immédiate, sauf lorsqu'il y a pour le coup véritablement urgence. C'est frappant d'ailleurs de voir combien on veut aller vite et combien on change peu la société par la loi. C'est-à-dire que plus on fait des lois, plus on prétend faire des lois rapides pour que des réformes interviennent, et en réalité, moins de réformes se font, et tant de choses restent à peu près identiques, en tout cas du point de vue juridique, lorsque ça présente un peu de difficultés. Ça veut dire qu'on tourne un peu en rond et qu'on fait un peu semblant. C'est-à-dire que parfois, cette urgence, cette précipitation, c'est un peu l'écume des choses, c'est pas véritablement les mouvements de fond. Et je crois qu'il faut vraiment préserver la capacité du Parlement, voire même la renforcer, parce que je crois qu'il n'a pas aujourd'hui assez de moyens d'expertise pour le faire. Cette capacité du Parlement de creuser les sujets, de prendre le temps de remettre en perspective les lois qui sont votées, d'en faire l'évaluation, et tout ça demande un temps, mais un temps qui est nécessaire. Alors associer les citoyens naturellement en amont le mieux possible, bien sûr, mais attention de bien réfléchir à l'articulation avec la représentation, parce qu'il ne faut pas non plus que le Parlement devienne une simple chambre d'enregistrement, non pas de ce qu'ont décidé les citoyens, mais au fond d'un processus qui aura été mené directement à travers l'opinion par le gouvernement, par les réseaux sociaux, les citoyens. Un citoyen, c'est une parcelle de souveraineté, mais ce qui fait une opinion collective, ce qui fait la démocratie, c'est les citoyens qui se regroupent pour choisir un représentant, pour voter pour un programme, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je suis très prudent par rapport à cette idée d'une individualisation de la démocratie qui lui fait perdre au fond son contenu. Roger Carucci. Oui, je partage tout à fait l'avis de Gaëtan Gors là-dessus. Moi, je pense d'ailleurs que c'est plutôt au ministre, au gouvernement, parce que par définition, c'est l'élaboration de la loi, et essentiellement les projets de loi donc du gouvernement, qui ensuite arrivent au Parlement. Que les ministres fassent plus de concertation avec les syndicats, les associations, les milieux représentatifs, c'est leur problème. Ce que l'on regrette au Parlement, c'est que souvent, les textes arrivent mal ou peu concertés. Mais ça, c'est la rapidité ou la précipitation de certains ministres de vouloir faire des lois. Sur le cumul des mandats, un mot pour dire, lorsque j'ai en partie conduit la réforme constitutionnelle de 2008, on avait fait faire une étude. Alors moi je suis assez réticent sur les histoires de cumul, de non-cumul, parce que l'étude prouvait que députés et sénateurs d'ailleurs, ayant ou n'ayant pas une fonction locale d'exécutif, la présence en hémicycle au Sénat et à l'Assemblée était du même ordre. C'est-à-dire que c'était pas ça qui était déterminant, c'était souvent l'implication législative, l'implication nationale de l'élu en question. Le type qui est maire, mais qui vraiment a envie de faire la loi, qui est passionné par la chose publique au niveau national, il se débrouille, il est là. Celui qui n'a pas d'autre fonction, mais que ça n'intéresse, que de manière modérée, il n'est pas là. Donc, en fait, c'est pas ça qui va déterminer la présence en hémicycle et le travail parlementaire. Ouais, Jean-Philippe de Rosier, on arrive bientôt au terme de ce débat aussi. Je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé en Italie. Je ne sais pas si on peut faire un rapprochement avec l'échec du référendum de Matteo Renzi, justement, sur cette réforme constitutionnelle qui aurait peut-être eu, selon lui, eu un effet sur l'accélération du travail législatif pour éviter les blocages institutionnels que connaissait l'Italie. Oui, le non au référendum italien a un impact très important pour l'Italie et je crois même au-delà pour l'Europe, car il empêche que ne soit introduit une véritable stabilité politique dans ce pays. Il vient parfaire, ou pas parfaire, mais compléter des séismes politiques qui ont pu avoir lieu. Je pense au Brexit, je pense à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, du fait de mouvements populistes dans tous les cas, parce que le référendum
référendum italien a été fortement mobilisé par Beppe Grillo, qui est l'incarnation du populisme actuel en Italie. Et je crois qu'il y a là un véritable danger. Alors la réforme constitutionnelle italienne n'avait pas un impact direct sur le temps parlementaire, mais elle tendait à mettre un terme à ce bicamérisme totalement égalitaire en Italie, et avec un gouvernement qui est doublement responsable devant la Chambre des députés et le Sénat, les deux chambres pouvant renverser le gouvernement, ce qui conduisait, en raison du scrutin proportionnel par lequel elles sont l'une et l'autre élues, à essayer de trouver un gouvernement qui satisfasse tout le monde, qui soit un peu le moins-disant et qui ne puisse durer généralement qu'une année. En moyenne, les parlements ont duré 1 an en Italie, et donc avec une instabilité chronique. Ça me permet de rebondir en quelques secondes sur ce que disait Rémi Lefebvre, et je le partage, son point de vue. L'exemple italien pourrait montrer que la démocratie directe, plus participative, pourrait être dangereuse. Mais je ne crois pas qu'il faut avoir peur. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur du peuple. Je suis un fervent défenseur de la démocratie représentative, parce que j'ai confiance en mes élus. Je pense que faire la loi, c'est un métier. Mais je crois que le peuple a besoin de s'exprimer, a envie de s'exprimer, et qu'on peut structurer cela sans virer dans la dictature du peuple où il s'exprimerait partout, tout le temps, sur tout, mais en trouvant des mécanismes ponctuels lui permettant d'intervenir et que sa voix puisse être entendue. Car je crois que c'est là le problème, c'est que le peuple veut faire entendre sa voix et n'a pas l'impression de l'être, car il y a une forme de crise de la représentation. Ouais. Rémi Lefebvre, peut-être un mot. Oui, je suis d'accord pour que la représentation reste la règle, que la participation vienne enrichir la représentation, mais la représentation aujourd'hui fonctionne très mal. Elle fonctionne très très mal parce qu'il y a une crise de représentativité aussi des parlementaires, c'est-à-dire qu'on a des parlementaires qui sont de moins en moins à l'image sociologiquement de la population. On a quand même une crise de légitimité des parlementaires qui sont élus par de moins en moins de citoyens, et on voit bien que l'élection législative tend à disparaître dans ce cycle présidentiel et législatif, et donc ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire comment réhabiliter la légitimité du parlementaire. Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut réinventer la démocratie, c'est-à-dire combiner des formes de participation qui soient conciliées avec la représentation, mais qui enrichissent aujourd'hui la qualité aussi de l'ancrage des lois. C'est-à-dire qu'une loi, sa légitimité, elle tient aussi à la qualité de la concertation, en dehors du mandat évidemment représentatif qui est conféré aux parlementaires. Ouais. Alors un mot peut-être, Gaëtan Gors. Est-ce qu'il y a une crise de légitimité aujourd'hui des parlementaires ? Il y a surtout une crise d'efficacité du politique. Je pense que la première critique qu'émettent nos concitoyens, c'est que comme ils ne voient pas de résultats, en tout cas qui les satisfassent, ils remettent en cause évidemment la compétence, la légitimité de ceux qu'ils élisent. Et ça, on peut le comprendre. Est-ce que ça vient des institutions ? Je crois que ça en vient en partie, mais seulement en partie. Le fait qu'on puisse associer plus étroitement nos concitoyens à l'élaboration de la loi, c'est un progrès. Réformer ces institutions, là, en cette année électorale, on voit que ça fait encore partie des propositions des uns et des autres. Je crois que les Français savent bien que ça ne viendra pas de là. C'est-à-dire que ça peut y contribuer, ça peut être un élément. Mais ils voient bien que ce dont ils ont besoin, c'est d'un programme politique clair qui soit appliqué, avec des explications courageuses. Au fond, il y a quelque chose qu'il faut introduire dans notre démocratie, dans le débat politique, c'est la pédagogie. C'est le rôle des parlementaires, c'est le rôle des journalistes, et ça devrait être le rôle des candidats à la présidentielle. Moi, je plaide pour qu'on ait des candidats pédagogues, pas des candidats démagogues. Maintenant, on verra ce que les élections donneront. Ouais. Roger Carucci, il faut réformer les institutions. Oui, on va. Mais de toute façon, c'est normal. Moi, je suis absolument opposé à ceux qui disent que les institutions doivent être absolument figées. Les institutions, elles doivent évoluer comme la société. Mais en revanche, je pense qu'en réalité, nous avons une crise du collectif. Les syndicats ont de moins en moins d'adhérents, les associations aussi, les pouvoirs politiques sont, paraît-il, moins représentatifs parce qu'il y a moins d'électeurs. On a de plus en plus d'engagements individuels, de moins en moins d'engagements collectifs. Il faut restaurer le prestige du collectif, de l'engagement public. Et c'est ça qui est essentiel si on veut restaurer la démocratie. Le mot de la fin pour vous, Jean-Philippe de Rosier. Oui, merci. Je partage encore une fois cette analyse. J'aurais jamais cru que j'aurais été autant d'accord avec vous. Mais quand on parle pas de politique, on se retrouve, donc c'est très bien. Mais non, je partage cette dimension du collectif nécessaire. Et je crois que le citoyen, collectivement, le veut. La primaire que votre parti a organisée le démontre. 4,5 millions d'électeurs, personne n'a pu l'anticiper, y compris pas même les candidats. Et ça montre bien une forte
forte mobilisation. Sauf que il y a effectivement cette distanciation vis-à-vis du politique, parce que le citoyen n'a plus l'impression que le politique lui fait confiance, et c'est pour ça qu'il délaisse les partis politiques, qu'il délaisse également les syndicats, peut-être au profit d'autres structures. Nous avons fondé une association qui justement veut structurer la société civile, qui s'appelle l'AG, et qui pourrait, ce type de structure, remplacer peut-être à terme, sur le long terme, les partis politiques en fédérant la société civile d'une façon différente. Car... Eh bien, ça fera l'objet d'un prochain débat. Merci à vous Jean-Philippe Derosier, merci Rémi Lefebvre, merci Roger Carucci, merci Gaëtan Gors. Il est bientôt 16h et vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. 3 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a été condamné pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également de 5 ans d'inéligibilité. Son avocat annonce qu'il va faire appel de ce jugement. Le rappel à l'ordre de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, a voulu calmer le jeu après la multiplication des candidatures qui font craindre des dérapages et des attaques de plus en plus vives dans la campagne pour la primaire de la gauche. Vous l'entendrez dans un instant. Une agora numérique au Sénat dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'occasion de revenir sur les territoires connectés, sur la façon dont le numérique peut faciliter la démocratie participative. On en parlera avec notre invité Thibaut Favre, co-initiateur de laprimaire.org. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tram Tranui et Mickaël Zamès au siège du PS, rue de Solferino. Le multiplex, c'est tout de suite. Ans de prison ferme sans aménagement de peine. Le jugement est tombé pour l'ancien ministre du Budget, déchu depuis la révélation du scandale de fraude fiscale qui a entaché le début du quinquennat de François Hollande. Il va faire appel de ce jugement. Mounir Soussi. Procureur, Jérôme Cahuzac écope de 3 ans de prison ferme. Une peine lourde pour sanctionner une fraude fiscale, mais aussi un homme passé du statut d'étoile montante à celui de paria. À son arrivée au ministère du Budget en mai 2012, l'avenir s'annonce radieux pour l'ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais en décembre, le grand argentier de l'État est mis en cause dans un article de Mediapart. Le journal l'accuse de détenir un compte caché en Suisse. Dans un premier temps, le gouvernement fait bloc derrière le ministre qui met en avant la présomption d'innocence. Sa ligne de défense, démentir partout, tout le temps. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. La justice ouvre une enquête qui le pousse à la démission et 4 mois plus tard, Jérôme Cahuzac passe aux aveux dans le bureau des juges. Il a menti aux députés, au pays et au président, déclenchant l'une des plus grandes polémiques du quinquennat. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. L'onde de choc est énorme. L'affaire Cahuzac écorne l'image et la crédibilité des responsables politiques. Dans la foulée de ce scandale, le président lance une série de mesures pour renforcer la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, l'ex-ministre a décidé de faire appel de sa condamnation. Laissé libre à la fin de l'audience, il devra de nouveau se rendre dans le prétoire pour essayer d'échapper à l'incarcération. Le rappel à l'ordre de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui estime bien que la primaire de la gauche, ce n'est pas open bar. Il appelle à la fois à une réduction du nombre de candidatures à l'aile gauche, mais aussi à faire rentrer Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron dans le rang. On l'écoute. La primaire de la gauche, ce n'est pas open bar. Et il faut mettre un peu d'ordre si nous voulons que messieurs Macron et Mélenchon puissent participer à cette primaire. J'ai envoyé une lettre, dont vous aurez copie dans quelques minutes, à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour leur demander de rejoindre la primaire de la gauche. Je crois que c'est nécessaire au regard des enjeux pour le pays et pour la gauche. Et on retrouve tout de suite Mickaël Zamès en direct du siège du Parti socialiste, rue de Solferino, à Paris. Mickaël, comment faut-il voir ce rappel à l'ordre de Jean-Christophe Cambadélis ?
c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe chez Jean-Christophe Cambadélis. D'un côté, il dit c'est pas open bar, et de l'autre, il appelle Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à rentrer dans le rang et à venir dans la primaire. Alors c'est vrai qu'on n'est pas un paradoxe près, simplement on voit de quoi se poser quand même des questions. Alors il a envoyé cette lettre, et cette lettre, on l'a ici, c'est une lettre à évidemment Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et dedans, on peut y lire « Ne nous raconte pas d'histoire, ce qui est vraiment en marche vers le pouvoir, c'est le national-populisme ». De quoi mettre également une petite pique pour Emmanuel Macron, avec évidemment, vous l'avez compris, avec le titre de son mouvement En Marche. Également une autre missive envoyée à Jean-Luc Mélenchon, coupable également de division. Il dit, Jean-Christophe Cambadélis, que tout le monde serait mieux à l'intérieur de la primaire, que pour cela il faut s'unir, sinon c'est la droite qui y arriverait au pouvoir, et là on laisserait totalement la droite au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron en dehors de cette primaire. Simplement, là ce qu'on a compris également au sein du Parti Socialiste, c'est qu'on est tout simplement en train de repasser le mistigris de la division à ceux qui sont en dehors de la primaire. Ici, dans cette primaire, ne seront concernés que ceux qui seraient d'accord pour le rassemblement. Quid des autres ? Coupable donc de cette division. C'est un peu ce qu'on a compris, cette remise en question de la primaire pour le Parti Socialiste, et c'est simplement aussi de montrer qu'ici tous sont unis pour le rassemblement. Il y a eu aussi une mise au point faite pour Marie-Noëlle Lienemann, qui est coupable selon Jean-Christophe Cambadélis d'avoir un petit peu augmenté le ton un petit peu trop fort contre Manuel Valls, coupable selon lui de ne pas être capable de faire ce rassemblement. On voit donc une reprise en main de la part de Jean-Christophe Cambadélis, parce qu'ont-ils peur qu'une certaine gauche, peut-être trop importante, soit présente dans cette primaire, et donc coupable également, cette certaine gauche, de détruire la social-démocratie et reprendre un petit peu tout ce qui a été fait par François Hollande, et donc la défense du bilan. Merci beaucoup, Mickaël. Alors que la France apparaît démunie face à la plus grave pollution de l'air depuis 10 ans, Ségolène Royal, critiquée pour son silence, va proposer des mesures pour des transports plus propres. La ministre de l'écologie les présentera en Conseil des ministres samedi. Elles doivent notamment favoriser des transports plus respectueux de l'environnement. Je vous le disais en titre, Agora numérique au Sénat dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert appelé GPO. L'objectif est d'associer gouvernement et société civile pour plus de transparence de l'action publique et de participation des citoyens tout en utilisant les opportunités offertes par le numérique. Quentin Calmi. Je crois que c'est le premier Parlement à se doter de cet outil. Ce studio mobile, inauguré aujourd'hui, c'est l'une des innovations du Sénat sur les réseaux sociaux. Cet espace numérique nous permet aux internautes toute la journée de poser leurs questions. Ce studio a vocation à être installé lors de tous les événements importants organisés au Sénat, avec une ambition, faire participer les internautes. On est dans une relation beaucoup plus proche avec nos concitoyens. L'idée, c'est aussi la transparence et la proximité, comment on rapproche nos concitoyens des institutions. Aujourd'hui, les institutions politiques, notamment, sont quelque peu décriées. Donc, c'est une façon aussi de répondre plus directement à l'attente de tout un chacun. Le Sénat ouvert, c'est le hashtag de cette journée de colloque à la Haute Assemblée. Pour le président du Sénat, il s'agit de se connecter avec les citoyens pour préparer un certain nombre de textes de loi. Ce sont des réflexions centrales, me semble-t-il, pour tout responsable politique, qui doit adapter le fonctionnement des institutions aux moyens technologiques nouveaux et aux attentes de la société, sans perdre de vue les fondamentaux démocratiques et la nécessité de dépasser les turbulences de l'instant pour s'inscrire dans un temps plus long. Présence sur les réseaux sociaux, suivi de la séance sur des pages web faciles d'accès ou encore accès des données du travail parlementaire en open data, autant d'initiatives sur lesquelles le Sénat entend montrer l'exemple. Et Thibaut Favre, co-initiateur de la primaire.org, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Thibaut Favre, bonjour. Vous êtes donc l'initiateur de la primaire.org, qui se veut le premier parti politique sans élus ni candidat. Qu'est-ce que c'est un parti qui n'a pas d'élus et pas de candidats ? En fait, c'est un outil. C'est-à-dire qu'on part du principe que, donc à la primaire.org, on organise une primaire démocratique ouverte. Et l'idée, c'est de faire émerger une candidature citoyenne pour la présenter aux prochaines présidentielles. Et en fait, pour présenter une candidature citoyenne, il fallait à un moment donné, on a commencé avec une association en 1901, mais il fallait à un moment donné créer un parti.
Mais nous, on pense que le système des partis, en fait, arrive je dirais, à saturation, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer un parti de plus. Donc on a créé un parti, uniquement un parti outil qui va être là pour apporter son soutien et supporter le candidat qui sortira de la primaire.org. Mais ce parti, dans les statuts, il est prévu qu'il se dissolve automatiquement dans 2 ans. Et c'est un parti qui n'aura ni candidat ni élu puisqu'on ne présentera pas de candidat sous le label laprimaire.org. Donc le but, c'est pas seulement de changer la politique, mais surtout de changer la façon dont on fait la politique, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'était, en fait, à la base, on voulait répondre à la frustration électorale des Français. On s'est dit d'où vient la frustration électorale des Français. Et on s'est dit, en fait, le problème, c'est que les candidats qu'on nous propose aux élections nous sont quelque part imposés, c'est-à-dire que c'est des candidats qui sont désignés par les partis politiques. Or, aujourd'hui, les partis politiques, 9 Français sur 10 n'a plus confiance dans les partis politiques. Donc on s'est dit, il faut faire une primaire radicalement différente sur 2 points. Premier point, une primaire qui soit ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où vous êtes en âge de pouvoir être candidat, vous pouviez vous présenter à cette primaire. Deuxième point extrêmement important, c'est une primaire sans idéologie. C'est-à-dire qu'on dit une primaire omnipartisane, dans le sens où notre charte, c'est la loi. Si vos idées sont dans le cadre de la loi, vous avez le droit de participer. Alors, concrètement, votre initiative, elle a rencontré un certain succès. Il y a eu 100 000 inscrits à ce jour. Vous en êtes où, là ? Il reste, je crois, il y a eu le 2e tour. Maintenant, il reste 5 personnes, c'est ça, en lice ? Exactement. Voilà. Aujourd'hui, il reste les 5 finalistes. En fait, on a eu au départ 500 personnes qui ont souhaité être candidates. 215 ont fait la démarche de mettre leur programme en ligne, d'exposer leurs idées. Donc, il y a quand même un programme. Ah oui, tous. Nous n'avons pas de programme. En tant qu'organisateur de la primaire.org, nous ne pouvons pas être candidats et nous avons un devoir de neutralité. Mais tous les candidats qui viennent sur la primaire.org ont un programme et défendent des idées. Et donc, 215 au départ. Il y a eu 16 candidats qualifiés qui ont reçu l'appui de 500 soutiens citoyens. Et ensuite, on a eu un premier tour de vote fin octobre qui a sélectionné, où les citoyens ont participé pour sélectionner les 5 finalistes. Et quel est le profil justement de ces finalistes ? Ils n'ont jamais été élus. Alors, ils n'ont jamais été élus. Il y en a une est adjointe à la mairie de Rennes. C'est la seule qui aujourd'hui a un mandat. Mais sinon, c'est extrêmement éclectique. Aucun Parisien. Ils viennent de Cannes, de Rennes, de Villeneuve-sur-Lot, de Corse, de New York. Et je dirais, on retrouve un peu tout l'échiquier politique, même s'ils sont très difficiles à mettre dans des cases telles qu'on les entend. D'accord, mais aucun aujourd'hui des candidats potentiels n'a commencé à recueillir les fameux 500 parrainages requis par la loi. Donc qu'est-ce qui va se passer après ? Eh ben, une fois, on attend en fait la fin de la première. Vous pensez vraiment avoir une chance de les avoir, ces 500 parrainages ? Oh, tout à fait. Alors soit on est fou, mais on est assez optimiste parce qu'en fait, on a déjà commencé à préparer le terrain. On était au Salon des maires en juin dernier, on était au Salon des femmes élues en novembre. Et on a déjà commencé à identifier beaucoup de maires qui sont susceptibles de parrainer les candidats. Mais forcément, on attend d'avoir le candidat final pour aller voir les maires. Mais on va beaucoup s'appuyer sur les citoyens pour aller chercher et recueillir les parrainages. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'interview, votre parti, entre guillemets, est amené à disparaître. Pourquoi le mouvement est éphémère ? Pourquoi ne pas continuer après les présidentielles si aujourd'hui c'est déjà un succès ? Ah, mais il va continuer. Le seul truc, c'est qu'à chaque élection, on recréera un parti. Le but, c'est que le parti ne va pas devenir un enjeu de pouvoir ou une cagnotte ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, on pense que le seul moyen sain d'avoir un parti politique, c'est de faire en sorte qu'il se dissolve très rapidement. Donc votre idée, c'est de mettre les nouvelles technologies, en fait, au service de méthodes politiques innovantes. Exactement. Nous, on est 100% en ligne. Et d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, on a dépensé à peu près 65 000 euros au total. Quand on voit le budget employé par les autres primaires des partis, c'est sans commune mesure. Et ça, c'est rendu possible grâce au numérique. Ouais. Vous pensez réellement que le numérique peut renforcer la démocratie, une sorte de démocratie 2.0 ? Ah, mais totalement. Je pense qu'en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que historiquement, la vie politique était organisée, centrée autour des partis, qui construisaient des programmes, investissaient des candidats et ensuite poussaient ça aux citoyens. Là, on est en train le numérique permet de renverser cette pyramide où on part des citoyens. Les citoyens choisissent leurs candidats, co-construisent leur programme et in fine, une personne sort pour porter ce projet-là. Mais donc c'est vraiment un renversement total du paradigme auquel on est habitué. Et la dimension en fait fondamentale, c'est de créer, de recréer du lien. Ah, totalement. C'est de dire, c'est de refaire fonctionner la démocratie. C'est-à-dire, il y a un homme politique américain du 19e siècle qui disait « Moi, je me fiche de qui vote tant que c'est moi qui choisis les candidats ».
Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on est un peu dans ce système-là où les partis nous proposent leurs candidats, mais on est obligé de choisir un candidat parmi ceux qui nous sont imposés. Donc la politique, ce n'est pas un métier, ou en tout cas ça ne devrait plus l'être ? Je pense que si, pour avoir un bon président de la République, il fallait la personne avec le plus d'expérience, ça serait. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on a les personnes avec le plus d'expérience politique, les experts de la politique au pouvoir, et bon, il semblerait que les gens ne soient pas très contents. Donc oui, je pense que l'expérience politique, en tout cas, n'est pas un facteur clé de succès pour gouverner. Mais si les gens, on le voit lors de toutes les dernières élections avec l'abstention, si les gens désertent les urnes, vous n'avez pas peur de les en détourner encore plus si pour voter il suffit de cliquer Là, je ne vois pas pourquoi ça les détournerait. Au contraire, là, on leur dit, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aient un candidat pour lequel voter pour une fois. Au lieu de voter contre, on aimerait faire émerger un candidat qui est leur candidat, le candidat qu'ils ont choisi démocratiquement. Et l'idée, c'est que quand ils aillent aux urnes, ils soient contents d'y aller pour se dire j'ai vraiment envie de voter pour ce candidat-là. Alors on entend bien s'il faut de nouvelles têtes en politique. Est-ce qu'il faut aussi de nouvelles institutions pour que la démocratie aujourd'hui fonctionne mieux ? Là, je vous avoue que je n'ai pas bien réfléchi à la question. Je suis très mal placé pour répondre. Je pense que oui, il y a un vrai sentiment, je dirais, au sein de la population qu'il faut renouveler les institutions. Après, je n'ai aucune, et à la première point, on n'a aucune sorte d'idée de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Probablement plus de participation, plus de démocratie continue, plus de sollicitation. Mais je pense que l'important, c'est surtout l'authenticité. C'est-à-dire que si on fait participer les citoyens, c'est vraiment parce qu'on a envie d'avoir leur avis et on va en tenir compte. C'est le pire qui existe. Le numérique peut rapprocher le citoyen de la démocratie, totalement. Des élections, de la politique. Et notamment les jeunes. Vous voyez, sur la primaire.org, en fait, l'âge médian des votants est de 36 ans. Sachant qu'aux élections normales, elle est de 50 ans. Donc les élections normales sont un peu biaisées vers les seniors. Nous, c'est probablement un peu biaisé vers les jeunes. Mais je pense que c'est l'avenir. Il faut rendre la démocratie facile d'accès très rapidement. Merci Thibault Favre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saveria. La Cour de cassation va-t-elle passer sous le contrôle du gouvernement? Un décret signé par Manuel Valls le 5 décembre réformant l'inspection générale des services judiciaires a été pris. Une décision qui indigne les plus hauts magistrats. Ils redoutent à présent de perdre leur indépendance. Jérôme Rabier. C'est un décret paru au journal officiel mardi 6 décembre et qui aurait pu passer inaperçu. Il prévoit tout simplement la création de l'inspection générale de la justice. Mais la Cour de cassation a bruyamment protesté contre ce décret, pris la veille de la démission de Manuel Valls, en postant sur les réseaux sociaux la lettre de protestation envoyée à Bernard Cazeneuve par les deux plus hauts magistrats du pays. Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin dénoncent le fait que la Cour de cassation, plus haute juridiction de France, soit placée sous le contrôle direct du gouvernement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Une mise sous tutelle contraire au principe de séparation des pouvoirs, disent les magistrats, qui demandent à être reçus par le nouveau Premier ministre, faute d'avoir pu rencontrer le ministre de la Justice. Un motif de mécontentement de plus de ces magistrats qui avaient déjà exigé une lettre d'excuse de François Hollande après la parution du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Le chef de l'État y décrivait la magistrature comme une institution de lâcheté, ce qui avait blessé l'ensemble du corps judiciaire. Ce nouvel épisode ne devrait donc pas aider à renouer le lien entre l'Élysée et la magistrature, qui souhaite avant tout être pleinement indépendante du pouvoir politique. Et pour comprendre les enjeux de ce décret, deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Jacques Mézard, bonsoir, sénateur RDSE du Cantal. Vous êtes le président du groupe RDSE ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean de Maillard, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint de FO Magistrat. Merci à tous les deux. D'ailleurs, première question pour vous. Quelles sont, selon vous, les conséquences de ce décret sur l'indépendance de la Cour de cassation ? Alors, la position exprimée par les chefs de la Cour de cassation, c'est que ce décret, qui a été pris dans des conditions apparemment un petit peu particulières, met en cause l'indépendance de la Cour de cassation et la séparation des pouvoirs. Ce à quoi nous ajoutons, nous, syndicats de magistrats, que ce qui vaut pour la Cour de cassation vaut pour aussi les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Et donc, il est nécessaire que ce décret soit revu
ou peut-être même annulée. Quand vous parlez de conditions particulières, il faut rappeler que les syndicats de magistrats n'ont pas été consultés, c'est ça? Si, les syndicats ont été consultés, mais assez curieusement, pour une raison que je ne m'explique pas, mais peut-être y a-t-il une explication, le précédent décret était un décret en Conseil d'État, celui-ci est un décret simple, et apparemment, en tout cas, les chefs de cour, les chefs de la Cour de cassation n'ont pas été eux-mêmes consultés, semble-t-il. Ouais. Jacques Mézard, quelle est votre réaction? Est-ce que vous voyez une mainmise de l'exécutif sur l'institution judiciaire? C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Ce n'est pas acceptable. Il est créé une inspection générale de la justice dont la mission permanente, c'est d'inspecter, de contrôler, et ça dépend directement du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, et je crois que là, il est urgent que le Premier ministre Bernard Cazeneuve écoute ce qui remonte de la Cour de cassation, et en plus, quand cela vient d'être ajouté, et je les ai rencontrés hier, le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, et le procureur général n'ont pas... Les sénateurs étaient au courant de ce décret? Non, du tout, mais personne n'était au courant. Et ça, manifestement, sa signature a dû être accélérée au moment du départ du Premier ministre Manuel Valls. Mais ce n'est pas bien, ça pose un problème de fond extrêmement important, et une Cour suprême sous le contrôle du garde des Sceaux, quand on crie toute la journée il faut que la justice soit indépendante, c'est vraiment strictement aberrant. Il y a eu autrefois des missions d'audit, tout à fait normales, des missions d'audit, mais là on a une mission permanente d'inspection et de contrôle sous l'autorité du garde des Sceaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et ça n'existe. Ce serait encore une mission de contrôle sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que tout le monde il y aurait un large consensus pour l'accepter. Ouais, le garde des Sceaux essaie de minimiser. Il voit dans ce décret, je le cite, une simple mise en cohérence des anciens textes. Et il souligne que l'inspecteur général des services judiciaires exerçait déjà une mission permanente d'animation et de coordination et de réalisation de l'audit interne de l'ensemble des juridictions, sans exclusion de la Cour de cassation. Mais il faut bien distinguer deux choses, si vous voulez. D'abord, une chose est certaine, c'est que tout agent public doit rendre compte de son administration. C'est la déclaration de 1789, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, après, c'est la manière, parce que lorsqu'on a affaire à des juridictions, il y a un principe qui est celui de la séparation des pouvoirs. Voilà. Or, que l'administration, que le ministre de la Justice veuille savoir comment fonctionne, je dirais, le côté matériel des juridictions, le budget, l'immobilier, etc., c'est très bien, mais dès qu'on va toucher à tout ce qui concerne l'activité, le fonctionnement de la juridiction, on touche au juridictionnel de près ou de loin. Et souvent, d'ailleurs, on dérape. Donc, l'important, c'est que... l'argent, c'est le nerf de l'indépendance, finalement, c'est ce que vous nous dites. L'argent, c'est le nerf de l'indépendance, oui, mais c'est un autre débat. Là, si vous voulez, le problème, c'est que l'inspection des services judiciaires, et ça a toujours été le cas, enfin, depuis 40 ans, pour les tribunaux et les cours, ça n'émouvait personne. Aujourd'hui, heureusement, la Cour de cassation réagit parce qu'elle est concernée, tant mieux, parce que du coup, on s'aperçoit qu'il y a une anomalie globale de notre système qui fait que les cours, les tribunaux sont sous le contrôle non seulement d'ailleurs du garde des Sceaux, mais aussi du Premier ministre, puisque le Premier ministre aussi peut demander des inspections. Donc vous voyez qu'il y a là et les ministres. Donc il y a là une atteinte tout à fait manifeste qui aujourd'hui éclate au grand jour, et je me réjouis que beaucoup de gens réagissent et se disent qu'aujourd'hui, l'indépendance de la justice, ça n'est pas ça. Ouais. Jacques Mézard, ça va finalement accentuer le climat peut-être d'incompréhension, de méfiance qui s'était petit à petit instillé entre à la fois les magistrats et les pouvoirs politiques. Je crois que les magistrats et la Cour de cassation ne peuvent ressentir ça que comme une agression. Il ne s'agit pas de dire il n'y a aucun contrôle. La Cour des comptes a déjà eu à agir vis-à-vis des juridictions de l'ordre judiciaire, et c'est normal. Ce n'est pas la question. La question, c'est la séparation des pouvoirs. Et par qui est contrôlé le Conseil d'État? Par des conseillers d'État. Bon, que l'on dise... Et il ne s'agit pas de dire la Cour de cassation, les tribunaux peuvent faire n'importe quoi, ça n'a jamais été dit. Mais si on doit aller dans ce sens-là,
il y a un Conseil supérieur de la magistrature et c'est sous son autorité que ces missions d'inspection et de contrôle doivent être réalisées. C'est quand même aberrant de dire, quand on veut aller plus en avant sur l'indépendance de la justice, et nous y sommes, nous, l'immense majorité des sénateurs tout à fait favorables, eh bien, à ce moment-là, on va pas, par ce décret, créer une inspection générale de la justice sous l'autorité exclusive du garde des Sceaux et du gouvernement. C'est quand même aberrant. Alors, votre syndicat va déposer un recours devant le Conseil d'État. Vous estimez bien que ce décret a été pris en catimini et qu'il viole le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs? Tout à fait. Nous allons déposer dans les jours qui viennent, le temps de rédiger le recours, un recours pour excès de pouvoir au fond, et nous allons engager même un référé pour que le Conseil d'État statue dès les prochains jours. Ouais. Quelle lecture politique faites-vous de cette signature de décret? Vous évoquiez une erreur, une faute. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné de Manuel Valls à son successeur à Matignon? Quelle lecture faites-vous d'un point de vue politique, Jacques Mézard? Je ne suis pas suffisamment proche de Manuel Valls pour savoir ce qu'il a voulu faire. En tout cas, c'est quand même l'affirmation de ce qui s'est passé ces dernières années. Avec, il faut se souvenir que l'autorité judiciaire, la Cour de cassation, les tribunaux, sont les garants de la liberté individuelle. Et on a vu, au travers de textes comme la loi renseignement, l'état d'urgence, faire glisser, le gouvernement a glissé vers les juridictions, vers le Conseil d'État, vers les juridictions administratives. C'est une démarche politique que nous contestons. Parce que il faut revenir à la Constitution de 1958, aux travaux préparatoires, à la loi constitutionnelle, pour se rendre compte que c'est vraiment l'autorité judiciaire qui est garant de cette liberté. Et à partir Elle est mise à l'écart au profit de l'autorité administrative, oui, c'est ce que vous dites? En tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense notamment dans le contexte d'état d'urgence, on en a beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé ici. J'ai eu l'occasion, moi, d'en parler aussi souvent en séance publique. Et là, il y a quand même une affirmation d'une... Et puis, allez, disons les choses. Je trouve que c'est méprisant vis-à-vis d'une Cour suprême telle que la Cour de cassation. Je trouve que c'est méprisant, en plus, la manière dont cela s'est fait. Oui. Vous pensez que ça renforce davantage le Conseil d'État, qu'il y a une mise à l'écart, ce qu'on disait, de l'autorité judiciaire? Oui, je crois qu'il faut dire les choses. Effectivement, il y a, disons, une espèce de concurrence qui est en train de s'établir depuis un moment entre l'administration et le Conseil d'État d'un côté, le Conseil d'État et les juridictions administratives. On sont plus proches de notions d'ordre public, de sécurité, peut-être que les tribunaux qui, eux, ont la mission constitutionnelle de veiller aux libertés. Et bon, peut-être qu'on considère qu'il faudrait plutôt donner au Conseil d'État, je partage tout à fait ce que dit monsieur le sénateur Mézard, sur ce point, il est clair qu'on vide progressivement le périmètre de compétence du juge judiciaire pour le remettre au juge administratif. Ça pose des problèmes et je crois qu'il faudrait remettre tout ça sur la table aujourd'hui. Nous appelons une réforme constitutionnelle, une grande réforme constitutionnelle sur l'indépendance de la justice, à des états généraux sur la justice, sur la sécurité, parce que toutes ces questions-là sont liées. Oui. Qu'allez-vous faire en tant que parlementaire, Jacques Mézard? Est-ce que vous allez demander peut-être à auditionner le garde des Sceaux, par exemple, sur ce point? C'est une hypothèse. Moi, je vais d'abord, comme président de groupe, écrire au Premier ministre Bernard Cazeneuve, parce que je considère que c'est un homme d'État qui a le sens de l'État et du respect des principes républicains. Et puis, bien sûr, à la commission des lois, j'interviendrai. Et je pense que mardi prochain, à la réunion de groupe, je proposerai à mon groupe de prendre plusieurs initiatives, parce que c'est effectivement grave. C'est grave, et essayer de faire passer ça en catimini, je crois que c'est encore plus grave. Et pour moi, c'est la démonstration qu'il y a une méfiance de l'exécutif par rapport au pouvoir judiciaire. Je pense que complètement à tort, parce que ça n'a rien à voir, ils ont peur d'un retour au Parlement de l'Ancien Régime. Enfin, je veux dire, à la fois c'est ridicule et c'est dangereux.
Jean de Maillard, c'est vrai qu'on se souvient qu'il y avait eu ce terme de lâcheté qui avait été lâché justement dans le livre des journalistes. Un président ne devrait pas dire ça. Ça continue finalement, je dirais, à ce climat de défiance entre les autorités et l'autorité judiciaire. Oui, on a vraiment ce sentiment que la classe politique dans son ensemble, mais je mets quelques exceptions, Dieu merci, puisque j'ai en face de moi le sénateur Mézard qui en est une. Mais on a l'impression quand même que dans ce pays, il y a une maturité de la classe politique qui devrait émerger vis-à-vis du judiciaire. Il y a cette méfiance ancestrale, elle dure depuis toujours, depuis l'Ancien Régime, et elle a été reconduite par l'Empire, par les républiques successives. Il faut en finir aujourd'hui. Le méchant juge avec le couteau entre les dents, bon, il faudrait reléguer ça aux vieilles histoires du passé, et aujourd'hui, essayer de faire entrer la France dans la modernité politique. La France doit rester un État de droit. Elle se veut la patrie des droits de l'homme. Bon, j'aurais tendance à dire chiche, allons-y. Merci Jean de Maillard. On a bien noté que votre syndicat va donc déposer un recours devant le Conseil d'État. Merci beaucoup Jacques Mézard. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur l'antenne de Public Sénat et à bientôt.